explications, conseils, coups de gueule, confidences. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a un peu de tout. On peut lire d'abord les justifications, les explications d'une femme heurtée après des propos qui ont suscité une violente polémique. On va y revenir. Il y a la féministe aussi qui veut revenir sur l'affaire Weinstein. Il y a aussi ceux de l'ancienne actrice de film X, puis de l'animatrice radio. Si vous deviez choisir, Brigitte Lahaie, laquelle parlerait avant les autres ? Je crois quand même que c'est le travail que je fais à la radio qui me donne le plus envie de m'exprimer aujourd'hui, oui. C'est la plus crédible, selon vous ? Certainement, oui, certainement. Mais surtout parce que je suis vraiment au cœur des Français, quoi, dans leur intimité la plus vraie, la plus juste. Et c'est peut-être pour ça que ma parole, je pense qu'elle est légitime. Le bûcher des sexes, sacré titre quand même. Qu'est-ce qu'on jette au feu, Brigitte Lahaie ? La sorcière, Oui. c'est-à-dire moi, en quelque sorte. Mais puis, Il n'en est pas une. Je ne sais pas, regardez mes deux petits doigts tordus. Non, mais je crois que l'idée du titre, c'est ça d'abord. C'est que j'ai eu vraiment le sentiment d'être une sorte de femme impure. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot sorcière et donc bûcher. Et puis après, j'avais aussi envie de dire qu'il fallait arrêter de mettre d'un côté toutes les femmes victimes et de l'autre côté tous les hommes des salauds, parce que c'est pas ça la réalité. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre le mot sexe dans le titre. Mais vous craignez réellement une forme de retour de guerre des sexes aujourd'hui entre les hommes et les femmes, dans la continuité de ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein, le MeToo, le balance ton porc, enfin bref, tout ce qu'on a vécu quasiment pendant un an. En tout cas, c'est ce que j'entends à la fois dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, évidemment, par rapport à ce que je représente. Et puis j'entends ça dans les confidences tous les jours à la radio. Et qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites qu'on tend à ce retour vers la guerre des sexes, ou qu'elle est bel et bien de retour, que ça y est, c'est ça. Pour moi, on est en train de sombrer dans ce qu'on appelle la dérive anglo-saxonne. Et la France, depuis toujours, est vraiment le pays de la séduction, le pays de l'amour, du raffinement de la mode, des parfums. Enfin, c'est vraiment le pays qui nous permet de vivre une séduction dans le bon sens du terme. C'est aussi le pays de Tartuffe. Vous savez cacher ce sein. Oui, absolument. Dans les deux cas, vous en avez été d'une certaine façon victime à un moment ou à un autre, soit par votre vie professionnelle, soit par vos propos. Oui, mais en même temps, c'est aussi cette dualité qui donne encore plus de plaisir et de charme à la séduction. Mais c'est quoi exactement ? Parce que vous revenez beaucoup, c'était très intéressant dans ce livre, vous revenez beaucoup sur cette séduction française qu'il faut protéger de la séduction anglo-saxonne. Qu'est-ce qui les distingue ? Décrivez-nous la séduction à la française, d'abord ça nous fera Alors, bien. je vais prendre ça pourrait peut-être nous faire plaisir. Je vais prendre un contre-pied, mais qui va bien vous faire comprendre. J'ai été beaucoup travailler en Angleterre, faire des tournages à l'époque du porno et des photos. Eh bien, en Angleterre, à l'époque, donc, si vous passiez devant des hommes, etc., vous faisiez remettre à votre place. En France, vous passez devant 2-3 hommes dans un magasin, on vous sourit. Vous voyez ? C'est ça la séduction à la française. Mais alors on est charmant alors. Mais vous êtes formidable, vous êtes galant, vous êtes voilà. Et moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, moi j'ai des jeunes hommes qui ne savent plus très bien s'il faut offrir un café à une femme ou s'ils vont tout de suite être traités de harceleurs. Vraiment, on en est à ce point-là. Oui, on en est vraiment à ce point-là. On en est à ce point-là. Il y a des choses. On vous dit le soir à la radio, c'est ce qu'on vous dit. J'entends des hommes qui m'appellent et qui me disent, moi de toute façon maintenant c'est simple, je propose plus à ma collègue de prendre un café. Vous revenez beaucoup sur vos propos sur le viol et la polémique qui a suivi, extrêmement violente. C'était en janvier dernier, vous avez dit on peut jouir lors d'un viol. Alors vous expliquez que vos propos ont été sortis de leur contexte, déformés. Toujours pas de regret? Non, j'ai d'autant moins de regrets que quelques femmes, je ne vais pas dire énormément, mais quelques femmes m'ont écrit pour me remercier de l'avoir dit parce qu'enfin elles pouvaient en parler à quelqu'un. Alors, en plus, c'est une réalité clinique. C'est une réalité physiologique et clinique qui est avérée et qui, en fonction des études qui sont faites, irait entre 10 et 20% des cas de viol. Et qu'en aucun cas, vous n'utilisiez ça, et c'est important que vous nous le redisiez ce soir. À la légère. Voilà, à la légère ou d'une quelconque façon pour justifier quoi que ce soit. Et puis je pense surtout que, et c'est ce qui m'a peut-être le plus blessée, c'est que si un médecin ou un sexothérapeute avait dit ça, je ne pense pas que ça aurait fait cette polémique-là. C'était le fait que ce soit moi qui dise ça, tout de suite, ça prenait une ampleur
voilà, je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus blessée. Pourquoi vous, parce que vous aviez été actrice porno? Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous ne vous dites pas, finalement, peut-être que le problème, c'est que ces propos-là, même s'ils sont véridiques, étaient hors de propos, puisqu'on parlait plus d'une période d'humiliation, de violence, finalement, que de celles qui prennent du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas parce que la parole se libère qu'on n'a pas le droit de dire une vérité qui a été démontrée et vous voyez, c'est assez schizophrène. C'est-à-dire qu'elles avaient le droit, en tant que victimes, de parler. Et quand quelqu'un comme moi qui essaye de montrer que malheureusement, il y en a aussi qui ont joui et que c'est encore plus compliqué pour elles, parce qu'en fait, c'est aussi ça que je voulais dire. C'est encore pire, en fait. À ce moment-là, moi je n'ai pas le droit de parler. Alors, on est où? Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans votre vie et dans ce qui vous entoure, et notamment dans les plateaux télévisés où on vous accueille, enfin bref, et face à la presse? Dites-nous vraiment ce que vous avez ressenti et vécu, parce qu'en fait, c'est à l'origine de l'écriture de ce livre. Absolument, dès les premières pages. Donc, merci. Comme c'est bien une brûlure énorme qu'il fallait que vous nous confiez. Oui, parce que à ce moment-là, d'abord, je me suis sentie totalement incomprise, et ça, c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez sincère et d'assez authentique, je crois. Toute ma carrière le prouve. Et tout d'un coup, je dis quelque chose qui me semble important à dire. Mais enfin, c'était même pas que je voulais dire qu'on pouvait jouir lors d'un viol. Je voulais juste dire à Caroline de Haas que bon, ça va, oui, on peut être démoli par un viol, mais on peut aussi s'en sortir. C'était un peu dans ce sens-là que je disais cette phrase. Et que il fallait aider aussi toutes les femmes qui sont actuellement victimes. Il faut qu'elles entendent que oui, on peut avoir une vie amoureuse et sexuelle bien malgré un abus sexuel, malgré un viol. C'était ça que je voulais dire. Et donc ça a été totalement sorti du contexte, totalement mal compris. Et en plus, j'ai ressenti ça comme... je me suis dit, mais ça fait 17 ans que j'écoute tous les jours des gens. Ça fait au moins 10 ans que je donne la parole aux personnes qui ont subi des abus, hommes et femmes, parce qu'il y a aussi des hommes. Et là, tout d'un coup, on ne veut même pas entendre ce que je dis. Mais alors, à quoi bon continuer, quoi? Et j'avais un peu l'impression que, si vous voulez, toute ma carrière s'écroulait d'un coup. Et ça, c'est assez difficile. C'est-à-dire que vous aviez perdu toute crédibilité pour ces quelques mots? Ben, oui, ça me paraît. Je pensais avoir, si vous voulez, eu une légitimité en 2018. Je pensais que ma légitimité, ça y est, qu'on allait quand même comprendre qu'on pouvait avoir fait du porno et puis être quelqu'un d'intelligent et capable d'expliquer ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que l'amour, ce que c'est. Et puis là, tout d'un coup, j'avais l'impression, bon, bah, de toute façon, tu t'en sortiras jamais, voilà. Et j'avais qu'une envie, c'était me retrouver avec mes chiens et mes chevaux et puis vous dire merde, quoi. Et lorsque vous expliquez dans votre livre qu'une agression est toujours le fait de deux protagonistes, je vous cite. Oui. En gros, une personne s'opposant en position de victime incite son agresseur. Est-ce que vous n'avez pas peur, une fois de plus, de ne pas être comprise? Tant pis. Ça fait partie du jeu. Toute la vérité n'est pas toujours bonne à dire, je le sais, mais ça me paraissait essentiel. Si je faisais ce livre, je voulais surtout pas tricher. Alors, bon, j'ai quand même Lise qui travaille chez Albin Michel qui de temps en temps m'a dit ça, on va pas le dire. Hein. Quand même, il y a 2-3 choses où on m'a un peu censurée parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop impolitiquement correctes, mais je voulais vraiment dire les choses. Oui, je pense que quand on n'est pas respecté, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Et si les femmes qui m'écoutent et qui se font harceler, mais qu'elles apprennent à se respecter et qu'elles se disent aussi qu'il y a une part d'elles-mêmes qui, quelque part, est fragile. Et je suis prête à leur donner la parole et à les aider à se construire et à apprendre à dire non. Vous expliquez notamment qu'il y a cette fracture dont, d'une certaine façon, vous avez été victime de guerre des sexes entre les hommes et les femmes, mais que maintenant, vous pensez qu'il y a même une fracture femme-femme. Et c'est ce que vous avez ressenti, notamment quand certaines des signataires de la pétition que vous aviez signée vous ignorent du jour au lendemain, voire vous condamnent, alors que vous étiez pétitionnaires ensemble. Sur le droit d'importuner. Qu'est-ce que vous en avez conclu? Ben, je pense qu'il y a toujours eu une dichotomie entre les femmes. Il y a toujours les femmes honnêtes et les putains, pour dire le mot plus que très crûment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours senti. Et je pense que c'est quelque chose qui est très complexe et qui vient, à mon avis, du fait que c'est très compliqué pour une femme de devenir femme et d'arriver à ne pas rester la fille de sa mère. Ça, vous revenez beaucoup sur le rôle de la mère qui est effectivement crucial. 1 an après cette affaire Weinstein, finalement, est-ce que cette affaire, si on devait faire un bilan, a eu plus d'effets positifs ou négatifs selon vous?
plus d'effets positifs, ça j'en suis certaine. Ça a vraiment libéré la parole et ça a aussi fait prendre conscience à tout le monde qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler, notamment parce qu'il faut quand même rappeler que le nombre d'abus sexuels, c'est surtout dans les familles. Hein. Absolument, c'est ce qu'on oublie tout le temps d'expliquer. Il y a des chiffres hallucinants d'ailleurs. Donc voilà, 75%. Donc, le plus dangereux en France, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'est quand on dit ça, ça fait les gens poussent des cris et je comprends que ça perturbe, voire que ça déchire le cœur, mais la réalité. Mais malheureusement, la réalité est là et je l'entends presque tous les jours. Demain commence le premier festival de Cannes, justement, post-Weinstein. Et Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé qu'elle voulait qu'un tract soit distribué au festival de Cannes pour faire de la prévention contre le harcèlement sexuel. Franchement, on en est là. Il faut un tract pour alerter sur ce genre de sujet. C'est les politiques, hein. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'ils aiment bien des effets d'annonce et je veux dire, ça me paraît plus intéressant d'aller dans les écoles, aider les enfants à comprendre ce qu'est le respect de soi-même et à partir de quand on n'est pas respecté que ce genre de... Mais bon, ça fait le buzz, c'est bien. J'ai quand même une question. Qu'avez-vous compris depuis le temps qu'ils se confient à vous, que vous leur parlez, que vous les écoutez, hier sur RMC, aujourd'hui sur Sud Radio, qu'avez-vous compris des états d'âme des Français et des Françaises qui vous écoutent et avec qui vous dialoguez depuis 20 ans finalement de leur vie sexuelle et de leur vie amoureuse ? J'ai surtout compris qu'on était des handicapés de l'émotion et qu'on réagit toujours... par rapport à soi-même et qu'on a du mal à... Quand notre partenaire nous dit quelque chose et que ça nous blesse, on imagine tout de suite qu'il veut nous blesser, alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui est fragile et que ça le touche, voilà. Donc vous nous dites, n'essayez pas d'affronter l'autre, mais d'affronter ses peurs et de vous-même par les comprendre. Affrontez-vous d'abord. Voilà. Vous qui connaissez bien les hommes et les femmes, puisque vous les écoutez chaque soir, il se trouve que Emmanuel Macron fête ses 1 an de présidence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous inspire ce couple présidentiel, cet homme amoureux de son aîné de 25 ans, qui est aujourd'hui la femme du président de la République, qui assume son âge et son rôle avec sérénité et discrétion ? Et son prénom ? Brigitte. Oui, mais moi je trouve, après, là je parle vraiment du couple, je trouve qu'il y a... On ne parle pas de la politique. Il y a beaucoup de tendresse qui se dégage de ce couple. Et ça, après tant d'années de vie commune, c'est plutôt bon signe. Parce que vous savez, quand il lui prend la main par moment, on voit que c'est un geste assez... qui semble en effet naturel. Regardez des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, il y en a beaucoup qui ne se prennent plus la main. Donc c'est plutôt un bon signal. Oui, absolument, je pense, oui. Le bûcher des sexes, c'est donc déjà sorti et c'est donc de Brigitte Lahaie. Merci beaucoup Brigitte Lahaie d'être venue passer ce moment avec nous. On vous retrouve par ailleurs, je le rappelle, quotidiennement pour votre émission sur Sud Radio. En plus du livre paru chez Albin Michel, comme vient de le rappeler à l'instant ma camarade Alice.